Bonsoir à tous. C'est la fatigue déjà. Ça commence très fort. Non, mais c'est à la télé, on dit bonsoir mesdames, bonsoir. Voilà. Non, excusez-moi. Bonjour à tous et je suis très 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 heureux de vous présenter donc Camille Peretti et Mathieu Falcone pour deux livres tout à fait extraordinaires et qui sont en plus extrêmement romanesques. Là, on tourne les pages, on est happé par l'histoire et puis on est assez impressionné par le style aussi. Et ces deux livres ont apparemment pas vraiment de points communs. Alors, l'inconnu du portrait de Camille de Peretti et Le roi est nu de Mathieu Falcone, où vous allez reconnaître peut-être sur la couverture un portrait un peu retravaillé de quelqu'un d'assez connu en France. Je ne sais pas si vous voyez tous. Vous voyez de qui il s'agit ? Il est derrière nous, là. Il veille sur nous derrière. Alors, j'ai idée pour relier ces deux livres cette phrase de John Ford que l'on entend dans L'homme qui tua Liberty Valance. Quand la vérité est moins belle que la légende, imprimez la légende. Et c'est un peu ça dont il s'agit. Il s'agit de ça dans d'abord le livre de Camille. Et je vais d'abord leur demander de nous présenter chacun leur roman. Oui. Alors, l'inconnu du portrait, ça part d'un fait divers, qui est l'histoire d'un tableau de Klimt, qui a été peint en 1910, et qui n'est pas le tableau que vous voyez sur la couverture. Non. Le tableau de 1910, c'est une jeune femme de 3/4 avec un très grand chapeau, une étole, les épaules dénudées, et elle est très fardée. Si vous voyez un petit peu les tableaux de Toulouse-Lautrec avec les prostituées, avec ses grands chapeaux et ses étoles en fourrure, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, en 1910, Klimt rentrait d'un voyage à Paris où il avait vu les tableaux de Toulouse-Lautrec, et il raconte d'ailleurs qu'il avait trouvé ça magnifique. Donc je pense qu'il a été très influencé et qu'il a fait un tableau comme ça. Ce tableau a été perdu. Ce qui n'est pas très étonnant, parce qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, les spoliations nazies, etc., il y a beaucoup de tableaux de Klimt qui ont été perdus, brûlés, il y a eu des incendies, spoliés. Enfin, donc ce n'est pas non plus quelque chose de dingue, un tableau de Klimt qui se perd. Il y en a eu pas mal. Ensuite, en 1925, il y a ce tableau que vous voyez sur la couverture du livre, qui est acheté par un musée italien qui s'appelle Ricciodi, à un galeriste milanais pour la somme de 30 000 lire. Donc c'est une grosse somme, mais à l'époque, Klimt était mort en 1925, mais Klimt a toujours été un peintre très reconnu de son vivant, très riche, il n'y avait pas de problème. Donc 30 000 lire, c'est une grosse somme, mais c'est normal. Et le galeriste milanais qui le vend à ce musée d'art italien n'est pas capable de dire d'où il le tient. C'est un Klimt, mais on ne sait pas d'où il le sort. Et il faut attendre 1997, donc on avance, pour qu'une étudiante en histoire de l'art, qui s'appelle Claudia Maga, qui est de la ville de Piacenza, où il y a ce musée d'art italien, elle connaît cette toile, et elle feuillette des catalogues d'exposition, et elle tombe sur la toile avec le grand chapeau et l'étole et les épaules dénudées et tout ça, et elle dit, à mon avis, c'est la même, c'est un repeint. Donc elle va au musée, elle convainc le directeur du musée en disant, je suis sûre que sous cette toile, il y a l'autre. Ils sont tout excités, ils prennent la voiture, ils vont à l'hôpital du coin, ils passent le tableau au rayon X, comme pour une jambe cassée, hein, et miracle, à la radio, ils voient qu'en dessous, il y a le grand chapeau, voilà. Et le directeur du musée est très content. D'abord parce qu'il n'y a aucun repeint de Klimt connu, donc ce serait vraiment une seule et unique fois et tout ça. C'est pas un musée très célèbre, donc il se dit, je tiens un petit peu un buzz, un truc, on va faire une grande expo, on va faire venir tous les experts de Klimt, on va en parler partout et tout. Sauf que comme son musée est un petit peu décrépit, dirons-nous, il veut tout faire beau pour la grande exposition. Et alors qu'il fait des petits travaux de réaménagement, le tableau est volé. Oui, donc pas de bol pour le directeur du musée. Donc le tableau est volé, on est en 97, et l'enquête piétine, et ça donne rien.
On ne sait pas qui a volé ce tableau. Et en 2016, donc on avance encore, il y a un voleur italien, mafieux, local, Arsène Lupin, très haut en couleur, qui se fait arrêter par la police et qui avoue avoir volé un très grand nombre de tableaux dans sa vie. Et il dit, ah, et au fait, le Klimt, c'était moi. On dit, ah bon, alors le Klimt, c'était vous, et il est où? Il dit, je sais pas. Et c'était qui le commanditaire? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque où je l'ai volé, on m'avait promis que le tableau serait rendu 20 ans après son vol. Et la police dit, bah, c'était en 97, on est en 2016, donc en gros, c'est l'année prochaine, quoi. Et il lâche l'affaire. Et en 2017, il ne se passe rien. En 2018, il ne se passe rien. Et en 2019, alors que le jardinier du musée Ricciodi est en train de tailler du lierre, moi j'y ai été en plus, donc j'ai vu l'endroit, le buisson, au bas d'un mur, dans une sorte de trappe, il trouve dans un sac poubelle, parfaitement emballé, la toile de Klimt. Voilà, c'est ça l'histoire. Et ça, on est en 2019, ça va dans la presse internationale, dans le Guardian, dans le machin, et j'ai un ami qui me forward l'article en me disant « Oh, écoute, je suis sûre que ça va te plaire, c'est vraiment c'est dingue ce truc ». Et il me dit en message, je trouve qu'elle te ressemble, enfin bon, peu importe, mais ça part de ça en fait. Et moi, je lis l'article et je me dis, ah, il y a peut-être un sujet de roman là, voilà. Mais en fait, en commençant l'enquête, et c'est là que je reviens vers ce que Jean-Rémy Barland dit, on sait rien. On sait rien, on comprend rien à cette histoire. On ne sait pas pourquoi le tableau a été repeint. On ne sait pas pourquoi. Alors, la théorie des journalistes et des premiers experts qui se sont penchés sur le sujet, c'était de dire que Klimt était très amoureux de cette femme, qu'elle était morte, et que donc, pour oublier son chagrin, il lui avait retiré son chapeau et son étole, et mis un chignon et un châle à la place, ce qui est complètement débile. Enfin, si vous oubliez votre chagrin, vous ne lui retirez pas son chapeau, quoi. Enfin, ça ne marche pas. Ce qui se passe, en revanche, c'est qu'entre la première et la deuxième version, ce qui est évident, c'est qu'il l'a déprostituée, en fait. Dans la première version, elle fait très femme de mauvaise vie, pas dans la deuxième. Dans la deuxième, c'est vraiment une bourgeoise avec son chignon et son châle. Et puis, en plus de ça, pour avoir fait une enquête, été à Vienne, lu toutes les biographies de Klimt, les monographies, le fonds Klimt, regardé tous les croquis, les dessins, voilà. Je peux vous dire de manière certaine que quand Klimt était amoureux, et il a été beaucoup amoureux de beaucoup de femmes différentes, c'était vraiment un homme très étonnant pour tout ça, il y avait beaucoup de dessins et d'esquisses de la femme aimée. Là, il n'y a rien. Il y a juste ce tableau-là. Il n'y a aucune autre trace d'elle nulle part. Donc, c'est vraiment une inconnue. Et voilà, donc après, comme c'était un boulevard romanesque, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, j'ai inventé. Oui, et puis c'est une fresque absolument magistrale qui est aussi un livre sur l'émancipation des femmes aussi. On en reviendra. Et oui, justement, mais on en reparlera plus tard. C'est pour ça. Mathieu, donc, ça s'appelle Le Roi est nu. Nous avons un président de la République qui s'appelle Michel et qui décide de restaurer la monarchie en devenant le roi Michel Ier. Vas-y, raconte-nous. Oui, racontez-nous. Alors, ça n'a effectivement pas grand-chose à voir avec le livre de Camille. On est plutôt, dans une uchronie, on dit. En fait, l'idée, c'était de parler de la France. Et donc, en fait, d'imaginer une France où les gens se réveilleraient. C'est-à-dire où on arrêterait un petit peu de subir le monde et de subir tout ce qui se passe, en fait. J'aime bien cette phrase de Guy Debord dans La Société du spectacle qui dit qu'en système spectaculaire, c'est-à-dire dans une société capitaliste, on ne fait plus que subir notre vie parce que finalement, c'est la marchandise qui nous conduit, en fait. Et donc, il y a un peu cette idée, c'est que dans le roman, il y a des personnages qui d'un coup se réveillent et en fait n'ont pas envie de continuer à subir l'histoire et à subir quelque chose qui arrive d'ailleurs. Et donc, qui vont effectivement se réveiller et essayer de reprendre en main le destin de la France, de leur pays. Évidemment, tout ça, il faut qu'il y ait un événement déclencheur pour que ça arrive. Et donc, l'événement déclencheur, c'est effectivement, on est en 2027, et un président qui est au terme de son 2e mandat décide de rétablir une monarchie pour rester au pouvoir. Alors évidemment, c'est un simulacre de monarchie, puisque tout est un petit peu faux, finalement.
Et donc ça réveille effectivement des mouvements de révolution, de contre-révolte, etc. Et ce qui permet, ce qui moi m'amusait surtout, c'était déjà de créer des personnages, d'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer dans un pays où en fait les gens se soulèveraient et finalement se disant s'il y avait quelques personnes qui en avaient marre et qui voulaient sortir de ce système et changer les choses, qu'est-ce qui se passerait? Et ça me permet aussi de faire un portrait de la France, en fait. Donc de parler de différentes régions. On se promène beaucoup dans le livre. Et donc d'évoquer certaines parties du pays qu'on voit assez peu, parce qu'elles sont très peu présentes dans les médias, et assez peu, je trouve, dans la littérature aujourd'hui aussi, depuis peut-être une 30-40 ans, où finalement les romans sont souvent centrés sur l'intimité, sur la vie parisienne, sur les grandes villes. Et donc moi je voulais parler aussi des campagnes et des gens qui ont une vie un petit peu parallèle, donc un peu des hippies, il y a des anarcho-royalistes, enfin il y a des gens un peu déclassés et un peu hors du système. Et voilà, ça m'amusait d'évoquer ces gens-là et de pouvoir parler du pays tel qu'on ne le voit pas toujours. Le point commun aussi entre vos deux livres, c'est qu'on se promène justement beaucoup. Sans doute. Oui, mais on voyage énormément. Oui. Et c'est assez intéressant. Alors, racontez-nous. Moi, on voyage dans le temps déjà parce que le roman il s'étale sur 110 ans, parce qu'il y a sur 3 générations et 2 continents. Donc oui, et ça a demandé des voyages payés par Kalman Levy, donc ça c'était bien. Oui, ils ont eu de la gentillesse de m'envoyer à Vienne et en Italie, parce qu'il fallait quand même que j'aille sur place et que je vois certaines choses, en particulier au musée où on peut aujourd'hui voir la toile. Et c'était un grand moment parce que d'abord ça faisait 1 an et demi que je travaillais sur le tableau, mais je l'avais juste en petite carte postale au-dessus de mon bureau, quoi. Je l'avais jamais vu en vrai. Donc quand j'ai été la voir pour la première fois, j'étais très émue. Et parce que je me l'étais tellement appropriée, etc. Et je voulais que ça se passe bien avec le musée et qu'ils m'accueillent et que surtout ils répondent à toutes mes questions. Donc j'avais demandé à une amie italienne de m'écrire une lettre extrêmement polie pour être sûre que... Voilà, et ça s'est très bien passé parce que j'ai réussi à rester 2 heures toute seule dans le musée avec mon inconnu. Et aussi avec le gardien du musée, qui était un monsieur formidable. Sauf que, en fait, il faut comprendre que... En fait, quand vous êtes journaliste, personne ne veut répondre à vos questions. Quand vous êtes écrivain, personne ne se méfie. On se dit, la pauvre, il faut l'aider, quoi. Et donc, j'arrive dans ce musée et je commence, j'avais mon carnet, mon crayon, et je commence à vraiment lui poser des questions très précises sur tous les systèmes d'alarme et de sécurité. Et comme il était très bienveillant, il commence à me raconter tout ça. Et je dis, la porte là-bas, au fond, elle donne sur... Et puis à un moment, il parlait, et il s'arrête. Et je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter à cette femme comme ça? Et donc, c'était très drôle. Mais oui, il y a plein de voyages, j'ai fait beaucoup d'enquêtes. Et le livre se balade aussi beaucoup. Les personnages se promènent aussi. Et les personnages se promènent. Et puis, il faut imaginer les années 30, les moyens de voyage. Enfin, comment est-ce que c'était de prendre un bateau pour aller aux États-Unis? Enfin, tous ces trucs-là. Et j'ai tout vérifié et tout. Il y avait beaucoup d'enquêtes sur ça et sur comment était New York dans les années 30. Enfin, tout ça. Ouais. Et Mathieu, vous avez fait des enquêtes sur ces régions, Non. Enfin, moi, je pense que je suis beaucoup moins appliqué que Camille. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, mais enfin, ce côté scolaire voilà, c'est pas pour moi. Je suis plutôt un cancre. Donc, j'ai besoin scolaire au bon sens du terme, c'est-à-dire d'étudier. Moi, j'arrive pas à faire ça. Donc je parle en fait de ce que je connais, de ce que j'ai éprouvé, de ce que j'ai vu et vécu. J'ai beaucoup plus de mal à me plier, à faire des enquêtes ou à lire des documents, etc. Donc effectivement, il y a quelques lectures qui irriguent le livre, mais après c'est plus de l'imagination et puis de l'observation de personnages réels que j'essaie de... Oui, puis des lieux aussi. C'est une observation des lieux aussi dans lesquels oui, donc il y a sont. Pas mal de passages qui se passent effectivement dans la région, entre Marseille, Aix et enfin, surtout les Alpes de Haute-Provence. Ils sont plus vrais que nature, ces passages. Ça, je ne sais pas. Ben si, mais, je vous le dis. Mais oui, non, ça m'intéressait de parler de ce pays.
où je vis déjà depuis presque une quinzaine d'années et que je n'avais pas osé aborder dans mes romans précédents parce que le problème, c'est qu'ici, dans cette région, notamment un peu plus haut, on a quand même l'ombre de Giono qui est assez imposante et qui fait que c'est très difficile de se placer sous son ombre, dans sa filiation, et donc d'être capable de parler des paysages dont il a extraordinairement parlé. Et en même temps, c'est ce qui m'intéressait. Et donc finalement, on va dire, un des personnages principaux du livre, ça serait la France, en fait. C'est-à-dire pouvoir parler de. C'est pour ça que je parlais de voyage. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on voyage beaucoup. Et c'est ce que je voulais faire aussi dans ce livre, une espèce de road movie, disons, entre guillemets. Et le point commun aussi de vos deux livres, c'est qu'ils sont extrêmement romanesques et ils racontent beaucoup d'histoires à l'intérieur d'un même récit. Il y a beaucoup d'histoires qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Et comment ça se construit un livre comme ça, justement ? Avec du travail. Oui, d'accord. Non, mais effectivement, moi, ce qui m'intéresse personnellement dans les romans, surtout, c'est le côté romanesque. Moi, je sais pas, j'ai appris à lire en lisant Les Trois Mousquetaires ou des Alexandre Dumas. Enfin, c'est des romans où il se passe énormément de choses et en fait, c'est génial parce qu'on voyage et il y a des rebondissements, il y a tout un tas de personnages, donc je trouve ça magnifique. Après, effectivement, il faut avoir une idée de départ et puis créer petit à petit les personnages en fonction des situations et travailler, retravailler et puis rentrer dans la profondeur en fait du récit, des personnages, des paysages. Oui. Alors moi, pour le coup, c'était très scolaire, en vrai. Mais moi, je suis comme ça. Faut quand même imaginer un roman qui s'étale sur 110 ans, sur 3 générations, 2 continents. Il faut être organisé. Donc j'avais des cartes avec des petits Bristol avec des couleurs. J'avais vert, orange, bleu. Et il y avait Vienne 1900, New York les années 30 jusqu'à 50, et ensuite aujourd'hui les années 90 jusqu'à 2000. Et en fait, comme le livre, enfin le genre littéraire, c'est une saga à suspense. J'avais tous mes chapitres qui étaient sous forme de cartes et que j'avais étalés sur mon mur. Donc il y avait les 64 cartes comme ça qui se baladaient. Et en fait, je passais mon temps à les déplacer en me disant non mais celle-ci, ça je peux pas le dire tant que j'ai pas dit ça, etc. Et parce que je voulais pas commencer à écrire le livre avant que l'architecture soit absolument parfaite. Enfin parfaite étant, en tous les cas, qu'elle tienne debout, quoi. Et il y a eu des moments où il y avait des tels nœuds parce que en fait, il y a une fois où j'ai dit à mon éditrice, venez, elle s'est assise avec moi, on a passé l'après-midi à regarder le mur, toutes les deux, et de temps en temps, elle prenait une carte et elle la bougeait, et elle me disait, bon, il faut qu'on fasse ça. C'était vraiment... Parce que moi, je voyais plus, je savais plus comment je pouvais faire tenir la baraque, et puis à un moment, elle m'a dit, ok, je pense que là, c'est bon, le truc tient, en fait, il fallait un troisième œil, en fait, pour me dire, ça va là, et ça va là. Mais c'était très, très... intellectuellement très intéressant et très exaltant même d'avoir tous ces personnages et tout. Et on s'est beaucoup demandé avec l'éditrice si on devait, au début de chaque chapitre, indiquer pour le lecteur Vienne 1900 ou New York. Et finalement, moi, je voulais pas parce que je voulais que le lecteur il fasse un effort après tous les efforts que moi j'avais fait. Mais parce que je voulais aussi que le lecteur, en tous les cas pour les premiers chapitres, s'accroche et se dise mais attends, mais c'est quel personnage, elle parle de qui, elle fait quoi, il a quel âge, il est où, c'est le même, c'est pas le même, parce qu'il y a un personnage par exemple qu'on voit à 3 époques de sa vie, mais comme je le nomme pas, on sait pas si le bébé c'est celui qui va être le vieux monsieur, donc voilà. Mais ça c'est pour attraper le lecteur et qu'il vienne avec moi et puis hop, voilà. Mais c'est donc il y avait. Et Mathieu aussi, c'est vos 2 livres, ce sont des thrillers finalement, c'est des polars, oui, pas au sens classique, oui, mais c'est des polars, c'est tous les deux. Il y a une idée de trouver un fil et puis de happer un peu le lecteur et de l'emmener jusqu'au bout, oui, effectivement. De suspense. Par contre, j'en reviens à ça. Moi, je suis quand même beaucoup moins scolaire et appliqué. Et donc, je suis incapable de faire un plan et de m'y tenir. Donc, moi, j'ai plus besoin d'écrire un premier jet et puis après de le reprendre 3, 4, 5 fois jusqu'à ce que ça fasse quelque chose d'abouti. De formidable, surtout. Merci. Mais du coup, c'est peut-être plus... Ouais, je sais pas. Peut-être que j'y passe plus de temps, en fait, au bout du compte, parce que je suis moins organisé. Mais je pense que chacun a sa méthode. Et effectivement, j'ai remarqué en parlant avec d'autres auteurs et d'autres écrivains qu'il y a grosso modo 2 types. Il y a ceux qui savent ce qu'ils vont faire au début, qui ont un plan, qui s'y tiennent à peu près.
et puis ceux qui partent un peu au hasard, et finalement, c'est nos tempéraments. On peut et pas c'est vraiment ça, parce que moi, j'enseigne l'écriture dans des ateliers d'écriture depuis 10 ans maintenant. Et c'est vraiment toujours ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il y a 2 manières de faire. Je leur dis, vous avez la méthode sécuritaire, donc ça fait vraiment Microsoft, on est mais il y a vraiment la méthode sécuritaire qui est ma méthode. Et puis, il y a la méthode où on s'élance et on verra bien où notre plume nous guide. Et c'est pas du tout un choix, c'est-à-dire que vous êtes comme ça. Soit vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tout préparer, de faire des cadres, soit ça va vous bloquer plutôt qu'autre chose, et c'est parce que vous avez besoin justement d'aller vers l'inconnu. Et quand les élèves me disent non mais moi je veux faire cette méthode-là, je dis non mais c'est pas que vous voulez, c'est qu'il faut savoir comment vous fonctionnez, et sinon si vous vous contraignez dans ce truc-là, ça va être la catastrophe, dans un sens comme dans l'autre. Et donc il n'y a pas de bonne méthode, c'est juste non, c'est une question de tempérament. Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs il y a quand même des auteurs de thrillers qui disent que quand ils commencent à écrire, ils ne savent pas qui est le meurtrier. Ce qui, pour moi, paraît complètement dingue, quoi. Je me dis, mais comment ça, il ne sait pas qui est le meurtrier ? Et ils sont sincères. Ils ne savent vraiment pas qui a tué Bob. Et voilà. Et donc, ça, c'est... Oui, et qui tuent leur personnage parce qu'il leur fait de l'ombre, et que ça aussi, ça arrive. Il y a une dimension politique dans vos 2 livres. Il y a quand même, là, alors, vraiment, on est en plein dedans. Mais pourquoi avoir inventé cette chose absolument improbable? Mais je ne sais pas si c'est si improbable, en fait. Mais oui, je sais, oui, c'est pour ça que je fais exprès de dire improbable en ne le pensant pas. Non, mais parce que je pense qu'effectivement, on est à un moment de crise, un tournant. On est plus ou moins sorti de l'histoire. Enfin, c'était le grand truc dans les années 90, 2000, la fin de l'histoire. Et puis en fait, on voit que l'histoire, on la reprend de plein fouet. Là, on voit ce qui se passe en Ukraine, en Russie, etc. Enfin, au Moyen-Orient aussi. Donc, on n'est pas à l'abri de prendre quelque chose de malheureux sur la tête. Et donc, personne ne sait dire ce qui se passera dans 3 ans, par exemple. Donc, mon idée, c'était de projeter ça et d'imaginer une possibilité qui, à mon avis, n'arrivera pas. Mais c'est pas grave, c'était juste un prétexte pour pouvoir tirer des fils et essayer de comprendre en fait ce qui agite la France aujourd'hui, les Français, et donc l'Europe et le monde, et en fait ce qui nous meut et ce qui nous habite. Et Camille aussi, il y a quand même une dimension. On voit des simples gens, on voit des gens qui sont dans des conditions difficiles aux États-Unis, normalement. Alors, ce serait plus une fresque sociale dans ces cas-là. Fresque sociale, oui, mais c'est politique en fait. Oui, dans ces cas-là, tout est politique. Oui, mais c'est une fresque sociale. Oui, c'est une fresque sociale, et je m'attache beaucoup à décrire la vie des gens. Et pareil, j'ai fait énormément de recherches sur, par exemple, les orphelinats à Vienne. Il y a un truc que j'ai découvert, c'était que, en fait, c'est toujours étonnant quand on commence à un roman et qu'on se dit, mais alors tel personnage, ce serait quoi, ce serait comment, et tout ça. Et une des meilleures façons de faire des recherches, c'est de lire des auteurs de l'époque. Donc j'ai lu Zweig, Zweig, Vienne 1900, un classique. Et il y a un livre de Zweig qui est merveilleux, qui s'appelle Le Monde d'hier. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille, c'est vraiment un très grand livre. Et dans Le Monde d'hier, Zweig parle beaucoup de la société viennoise. Et il raconte qu'il y a un truc que moi je ne savais pas du tout, qui était que dans la grande bourgeoisie et l'aristocratie, les jeunes filles étaient mariées très tôt, à 20 ans, mais les garçons pas avant 30-35 ans. Parce qu'aucun bon père de famille n'aurait accepté de confier sa jeune fille à un jeune homme. Ce qui veut dire techniquement que les garçons entre 20 et 35, il fallait qu'ils trouvent un système. Et ce système, Zweig le raconte très très bien. Il dit qu'il y avait des bordels, des maisons closes, des cabarets qui pullulaient. Mais on n'a même pas idée. Il dit la marchandise féminine, c'était aussi facile de trouver un paquet de cigarettes qu'une femme. Donc il y en avait partout. Et vous imaginez qu'en 15 ans de vie sexuelle, les garçons en question avaient le temps d'attraper toutes les maladies possibles. Et la syphilis faisait des ravages. Mais c'était terrible. Et puis, il les soignait très très mal. Il les soignait. Il frottait les hommes au mercure. Et donc, ils perdaient leurs dents. Enfin, c'était des souffrances atroces. C'était pas au point, quoi. Et donc, Zweig raconte ça. Et il le décrit très bien. Et puis, il dit que
donc comme il y avait beaucoup de garçons qui se suicidaient quand ils apprenaient qu'ils étaient malades, ils disaient bon, j'arrête. Et il y avait des parents assez pragmatiques qui se disaient bon on va prendre une jeune fille de la campagne qui va rester 10 ans à la maison et qui va être là pour le jeune homme de la maison, quoi. Et donc c'est pas et alors je me dis mais attends, parce que c'est même pas Zweig dit que c'est même pas de la prostitution à domicile, c'était vraiment admis, quoi. C'était elle faisait semblant d'épouster les meubles, mais elle était là pour ça, quoi. Et alors je me dis mais attends, mais j'ai vu ça nulle part dans aucun film, dans aucun roman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me dis ça c'est très romanesque. Donc après c'est en lisant des choses comme ça qu'on trouve des idées, et donc c'est mon personnage de Martha qui débarque, mais donc à chaque fois, je trouve que, je ne sais pas si c'est politique, vous voyez ce que je veux dire, mais en tous les cas, la société, quand on est... C'est l'organisation de la cité, en tout cas, donc c'est politique. Oui, voilà, d'accord, alors je suis d'accord avec vous. En ce sens. Et puis c'est une fresque, ce sont 2 fresques, il y a des passages, Mathieu, pleins d'humour quand même. C'est burlesque, c'est tragique, mais burlesque aussi. Oui, écoute, j'espère qu'on rit un petit peu. Ah oui, on rit beaucoup même. On est un peu effrayé, mais on rit beaucoup. Mais oui, il y a un côté un peu farce, effectivement, dans mon roman, qui est assumé, mais je ne voudrais pas que ça oblitère tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion profonde dans le bouquin. Mais effectivement, il y a un parti pris d'ironie et de second degré, et effectivement les personnages sont tous, beaucoup à la limite de la caricature, parce que ce qui m'intéressait c'était de faire ressortir leurs traits, de faire vraiment des archétypes en fait de l'époque. Donc il y a une kyrielle de personnages qui tous représentent un peu une tendance politique, une tendance sociale, donc nécessairement ils sont un petit peu, parfois ils sombrent un peu dans le grotesque. Mais je pense que comme on peut faire rire, on peut châtier les mœurs en faisant rire. Et donc oui, j'aime bien ce côté-là, et je pense que c'est quelque chose de très difficile. Donc je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'aimerais bien de faire rire les gens. Je pense que le côté comique, la veine comique est quelque chose d'extrêmement compliqué. Dans vos 2 romans, je constate que les personnages voudraient bien décider des choses, et souvent ils les subissent plus qu'ils le décident véritablement. Il y a cette phrase célèbre, ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, et on est là-dedans, quoi. Oui, moi dans mon roman, totalement, effectivement, ce sont des personnages qui décident de reprendre, en fait, sans savoir effectivement ce qu'ils vont faire et où ils vont arriver, mais ils décident de se soulever contre quelque chose qui leur est imposé, même de manière démocratique, mais en fait, ils ont l'impression que c'est complètement faux et que ça ne peut pas fonctionner. Donc, ils se soulèvent de manière totalement... comment dire ils le savent, en fait. Ils vont effectivement contre ce destin qui veut s'imposer à eux. Et je ne sais plus ce que je voulais dire après. Mais il y a une histoire comme ça. Ouais. Non, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. C'est des moments de bascule dans notre vie. Et c'est-à-dire qu'on se dit, tous les gens qui ont connu des malheurs, des grands malheurs, savent qu'il y a eu une sorte d'avant et d'après, et qu'il y a des bascules comme ça. Et c'est souvent des choses qui nous tombent dessus. Et après, il y a toute cette philosophie qui dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et tout ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre de ça. Moi, pour avoir connu des moments de bascule dans ma vie très, très violents, ils me font un peu rigoler, les gens qui disent ce qui vous tue pas vous rend plus fort, parce que ce qui vous tue pas peut bien vous fracasser la gueule quand même. Donc oui, vous tenez debout après encore, bravo, mais c'est pas si simple, quoi. Et donc moi, je voulais, je pense qu'on met toujours de soi dans un roman. Qu'on parle à la première ou à la troisième personne, peu importe, c'est nous qui tenons le stylo, donc c'est nous qui nous mettons dedans. Et moi, il y a beaucoup de ça dans mes livres à chaque fois, c'est expliquer que justement on maîtrise pas grand-chose, quoi, qu'on a beau vouloir y aller, être fort et courageux, et il y a des choses qui nous coupent l'herbe sous le pied, quoi, et on voit pas le truc arriver, et c'est comme ça, voilà.
Je voudrais dire que ce sont 2 livres, je voudrais y revenir sur 2 livres extrêmement romanesques. Et que si, comme moi, vous ne connaissez absolument rien à la peinture et que vous en êtes très, très éloigné, ce livre, vraiment, est même un enchantement. Parce que on est dans autre chose qu'une étude de tableau. On est dans la construction d'un monde qui est tenu par une langue. C'est les deux points de ces livres. Et même si vous ne vous intéressez pas du tout à la politique, l'organisation de la cité telle qu'on en parlait tout à l'heure, le livre de Mathieu est absolument épatant parce que c'est du bonheur de lecture. On n'est pas dans le 2 pièces cuisine à 130 pages et serré. Ça, on prend, il y a du souffle, il y a de l'ampleur, et c'est tenu par un style. Ils inventent tous les 2 un monde qui est tenu par une langue. C'est la marque d'écrivain, ça, non ? Pour moi, il me semble que c'est la base, mais c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier et que certains auteurs, effectivement, y prêtent moins attention. Mais il me semble que le vrai enchantement, il vient de la langue, et qu'effectivement, on pourrait raconter à peu près n'importe quelle histoire, pourvu qu'elle soit bien écrite, qu'on arrive à trouver un moyen original de le raconter. On arrive à quelque chose de bien. Enfin, le principe premier, c'est la poésie. C'est-à-dire trouver des expressions nouvelles, trouver une manière de dire le monde, de le raconter de manière originale, pour frapper en fait l'esprit de celui qui est en face. C'était Aristote qui disait que pour bien parler, un bon orateur devait bouleverser en fait les gens qui l'écoutaient, devaient les retourner et heurter leur oreille en fait. Et je pense qu'il faut l'écriture doit effectivement sortir des sentiers battus et pouvoir proposer des choses nouvelles, un regard nouveau sur même des choses très communes, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Et c'est difficile de faire ça quand il y a déjà eu Proust et Dostoïevski et Tolstoï et tout ça, et qu'on dit moi aussi je vais faire un truc, vous allez voir. Mais là on n'écrit plus si on se dit ça. C'est le problème. Et en fait moi il y a cet exemple, vous connaissez l'exemple du ciel. Donc, dans les ateliers d'écriture, c'est souvent un exemple qu'on donne. Donc, il y a un passage dans Orlando de Virginia Woolf, qui est un très grand livre, où l'héroïne, la narratrice, veut devenir poète. Alors, elle se dit, bon, je vais décrire le ciel. Alors, elle dit, bon, le ciel est bleu. Évidemment, c'est pas ça, c'est pas bien ça. Le ciel est bleu, quel bleu, ça marche pas. Donc elle commence à partir dans des métaphores extraordinaires. Et puis c'est Virginia Woolf, donc les nuages sont pareils aux cheveux de 1000 madones qui machin et tout ça. Et puis elle s'arrête, elle dit mais n'importe quoi, mais c'est pas du tout ça non plus. Et elle dit mais c'est quand même pas compliqué, le ciel il est là, il est en face de moi, je suis quand même capable de décrire le ciel. Et elle s'énerve et on se rend compte quand on est écrivain que on a en tête des scènes elles sont super les scènes dans nos têtes, ça va très bien quoi. Et quand on les met sur le papier, c'est pas exactement ça. Et puis ça, est-ce qu'on a vraiment fait passer l'émotion ? Et on se rend compte que le langage c'est vraiment une patte très compliqué à manipuler et que c'est un peu notre ennemi. C'est-à-dire que pourtant c'est clair dans notre tête, mais quand on le met sur le papier, c'est pas exactement ça ce qu'on voulait. Et après, pour revenir à cette histoire de ciel, si vous lisez Salammbô de Flaubert, à un moment, Flaubert écrit « Le ciel avait une hauteur démesurée ». Et vous le voyez tous, ce ciel-là. C'est évident, le ciel avait une hauteur démesurée, vous savez exactement de quel ciel il s'agit. Pourtant, on ne peut pas avoir une hauteur démesuré. Ça ne fonctionne pas. Les deux mots, ça s'appelle un oxymore, on ne peut pas les mettre ensemble, quoi. Et ça donne le meilleur ciel. Donc, c'est pour ça que c'est tellement génial et tellement frustrant d'être comme ça toute la journée à chercher les bons mots pour arriver à faire les bonnes phrases. Et quand vous nous dites qu'on a travaillé la langue et que Mathieu dit c'est la base, oui, mais c'est tellement dur cette base-là, quoi. Et on essaye en tous les cas. C'est le plus difficile en fait. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux. C'est comme cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Exactement. Voilà. C'est ça. Dans vos 2 livres, la réalité n'est jamais sûre. On n'est pas dans quelque chose. On croit qu'on contient quelque chose et puis ça s'échappe. Et c'est ça, elle vient de là, la surprise aussi pour le lecteur. C'est un peu le principe de la vie finalement. Oui, mais c'est pas le principe de tous les livres. Hein.
Je ne sais pas, probablement. Mais oui, c'est ce qui est intéressant, effectivement, c'est de se lancer dans une aventure et de ne pas savoir où ça va. Et c'est que les personnages s'élancent aussi sans savoir ce qu'ils vont faire. Et en fait, effectivement, on ne tient rien vraiment de concret. Et on voit bien que dans la vie, quand on essaie de s'agripper à quelque chose, ça nous échappe toujours. Donc finalement, il vaut peut-être mieux laisser s'échapper et le rattraper, le recueillir d'une autre manière. Je ne sais pas, je n'avais pas réfléchi à ça, mais c'est intéressant. Et si maintenant, un jour, il y a une journaliste qui lui a dit comment il construisait un personnage, et il disait, regardez par exemple, il était dans un bar, regardez par exemple la jeune fille là-bas, c'est qui? Eh ben, c'est la fille du patron. Mais imaginez que ce ne soit pas tout à fait la fille du patron. Et on peut partir à partir de là, quoi. Donc c'est ça aussi. Vos personnages aussi, Camille, cachent beaucoup de choses. Ils sont peut-être pas aussi limpides que ce que on le penserait. Et c'est ça qui est la force de ce roman. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Mais oui, c'est comme dans la vie. Personne n'a qu'une seule dimension. Donc il faut... Oui, on est aussi beaucoup ce que l'on cache dans vos livres. Oui, alors, il y a on peut faire un petit cours sur Sartre. L'en-soi et le pour-soi. Mais je ne sais pas si vous connaissez cette notion, mais c'est un truc qui est brillantissime. En fait, ce que Sartre explique, c'est qu'on a tous un en-soi. Donc, mon en-soi, c'est de m'appeler Camille de Peretti, d'être la mère de 3 enfants, dont un très sévèrement handicapé, d'être écrivain, d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est mon en-soi, il n'y a pas de doute, je suis vraiment cette Camille de Peretti-là. Voilà. Et mon pour-soi, c'est quelque chose de totalement caché. C'est même plus que mon jardin secret. C'est mes fantasmes les plus enfouis que je me dis qu'à moi-même et que je dirai jamais à personne. C'est même pas un secret que je vais confier parce que c'est encore plus profond que ça. C'est ce que je me rêve d'être, c'est ce que je me fantasme d'être, c'est ce que je pense que je suis vraiment au fond de moi, etc. Et ce que Sartre explique, c'est qu'on a tous l'en-soi et on a tous le pour-soi, et que le principal, c'est que les deux soient pas trop éloignés l'un de l'autre, parce qu'ils se touchent jamais. Alors, sauf, dit Sartre, pendant l'orgasme, qui dure pas très longtemps, donc quelques minutes, mais voilà. Mais il dit qu'en fait, on a les deux trucs comme ça, on a l'en-soi et le pour-soi, et il y a entre les deux, il y a ce qu'il appelle le néant. Et ce néant, il est là. Et si le néant commence à s'agrandir un peu trop et que l'en-soi, ce que vous êtes dans la vie de tous les jours, avec dans la société, avec vos proches, etc., et votre pour-soi qui est tellement caché, s'écarte trop, alors le néant devient trop grand et vous devenez fou, en fait. La folie s'installe et vous pétez les plombs. Et on a tous ce truc-là. Et donc, je pense que tous les personnages, c'est ce qu'on cherche quand on est écrivain, c'est juste aller chercher ces deux trucs-là, ce tiraillement que vous avez, que moi j'ai, que tout le monde a, voilà. Puisque vous citez Sartre, on peut aussi dire que dans vos 2 romans, les personnages ont beaucoup d'humanité, qui ne sont jamais jugés d'ailleurs. Il n'y a pas de moralisation. Et ça, c'est très important. Et finalement, c'est la fin des mots de Sartre. C'est un homme fait de tous les hommes qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Et c'est un peu ça, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, je pense que je suis assez d'accord avec ce que disait Camille. Et je pense qu'effectivement, on cherche à créer des personnages donc, qui soient quelque part le reflet de ce qu'on a au fond de nous-mêmes, même si c'est de manière inconsciente. Et donc, en fait, plus ils sont complexes, et plus ils sont intéressants. C'est ce qu'on aime dans la grande littérature, chez Dostoïevski, chez les grands Russes, chez Proust, etc. C'est-à-dire qu'on est tous tour à tour ridicules, sublimes, parfaits, imparfaits, etc. Donc les personnages blancs et noirs ne sont pas intéressants, en fait. Et je trouve que les bouquins dans lesquels il y a le méchant et le gentil, bon, ça va 5 minutes, mais c'est beaucoup plus intéressant quand les personnages peuvent être à la fois des salauds et des gens bien. Et donc, moi, effectivement, j'ai pas mal de personnages, on ne sait pas très bien. Ils sont à la fois, politiquement, on peut les détester, mais en même temps, ils sont pleins d'humanité. Enfin, c'est ce que je suppose et ce que j'aimerais, en tout cas. Là, c'est ce que j'ai noté, en tout cas. Très bien, donc c'est que c'est pas totalement raté. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement de ne pas être dans le jugement. Et je ne pense pas qu'on puisse écrire en jugeant ces personnages. Sinon, on n'y arrive pas, ce serait horrible. Aucun des personnages dans vos 2 livres n'a la tête de ses idées, quoi.
C'est peut-être ça. Je sais pas, mais je sais pas me représenter leur tête en fait. À mes Oui, mais Donc, je veux dire que les j'ai méchants. Oui, et puis aussi, il y a un truc, c'est sont qu'on pas les aime, les- nos personnages. Voilà, c'est ça. On c'est les ça. aime vraiment. Il y C'est-à-dire a beaucoup de bienveillance envers vos personnages, d'amour de ces Bah personnages. oui, on les Il y a aime. des romanciers qui font pas ça. Hein. C'est vache pour leurs personnages de. Ben oui, mais il y a des Et puis, personnages qui attendez-vous. sont sacrifiés, qui sont. Ah oui, qui sont non, on a le droit de les montrés, tuer aussi, c'est nos personnages. Ah non, mais faut c'est pas. Mais on a le droit de les faire mourir. Quand Moi, je j'ai- dis sacrifiés, c'est-à-dire on les dévalorise, etc. Ah oui. il vaut mieux les aimer. Ouais. Et Bernanos priait pour ses personnages. Et je trouve ça très beau, en fait. Ouais. Et ces personnages le réveillaient la nuit. Oui, mais ça m'étonne pas. Il devait être habité par eux. Non, mais Habité Bernanos, oui. Voilà. Mais donc ça donne de grands romans. Et pour avoir de grands romans, il faut avoir effectivement de l'amour et de la charité, de la bienveillance pour ces personnages. Sinon, enfin, je sais pas. Ou alors on tombe dans Sade. Est-ce que Sade aimait ses personnages? Je ne sais pas très bien. Oh, Ça, il était peut-être. bizarre quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, oui. Mais dans ce livre, les personnages, on les aime, ils nous horripilent et ils nous touchent, et comme dans la vie finalement. Et ça, c'est une réussite, parce que ça pourrait être, avec un sujet pareil, ça pourrait être un livre à thèse où on veut démontrer que la démocratie, faire une grande leçon là-dessus, c'est pas ça du tout, quoi. Non. Au début, on lit un livre et puis on va en découvrir un autre, quoi. Oui, et je pense que même la figure de cette espèce de monarque, de faux monarque. Elle est géniale, la couverture. Moi, oui, la couverture est marrante. Oui. Et je pense que même lui, qui est pourtant l'objet de la détestation de tous les personnages dans le livre, n'est pas, pas essayé d'en faire quelque chose de quelqu'un de caricatural et de méchant. En fait, c'est un personnage qui effectivement est un peu perdu, ballotté par les éléments, et ne sait pas très bien ce qu'il veut lui-même dans le fond, mais il a une profondeur et il a, oui, c'est pas quelqu'un de détestable dans le fond, je pense. Et puis, il y a cette dimension féministe dont je parlais au début, qui moi, m'a beaucoup touché dans votre livre. Oui, il y a des personnages de femmes qui sont des femmes extraordinaires Ah dans, oui, dans le livre. femmes puissantes, comme dirait Marianne Diaye. Voilà, mais parce que les femmes le sont, et puis parce que non, et puis parce que moi je pense que, enfin, j'ai fini par réfléchir, parce que quand tout le monde à chaque interview, on me dit toujours, mais alors ces femmes, ces mères célibataires qui sont là, qui se battent, ça, je dis oui, et en fait je pense très simplement, sans avoir fait 2 ans de psychanalyse, c'est ma mère est une mère célibataire, qui est une mère très forte et une femme très comme ça courageuse, qui a élevé ses enfants à bout de bras, et même si à chaque fois que je commence un livre, je me dis que je vais pas parler de ça, je finis par en parler d'une manière ou d'une autre, parce que ça ressort, voilà. Mais c'est ça. Quelque chose de commun dans vos 2 livres, c'est qu'ils sont très visuels. On voit, on voit les choses, ça, c'est un travail, je suppose, qui demande beaucoup de précision. Je pense que ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement les images, la poésie, donc trouver la bonne métaphore, comment dire les choses, comment les représenter effectivement en une phrase, comment décrire un paysage ou une situation. Et donc il faut effectivement être dans quelque chose de visuel et qui frappe l'esprit et qui touche, qui puisse s'inscrire. Alors d'autant plus, je suppose, chez Camille, puisqu'elle parle de peinture, donc c'est encore plus fort. Mais effectivement, je pense que pour que les paysages et les personnages s'inscrivent dans le cerveau et dans la mémoire des lecteurs, il faut des images frappantes et donc une représentation visuelle. On a tous une mémoire visuelle. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Ouh. Madame. Alors moi, c'est mon 9e livre, et donc mon rythme maintenant, c'est 1 tous les 2 ans et demi à peu près. C'est ce qui, voilà, en règle générale, j'ai 1 an et demi de recherche.
et de préparation, de travail préparatoire. Donc je vais sur les lieux, je me documente, je prépare la structure du roman. Et une fois que tout est vraiment déjà, enfin chapitre par chapitre, je sais exactement où je vais, j'ai tous mes carnets dans tous les sens et tout ça. Là, je commence à écrire et finalement l'écriture me prend une petite année. Donc j'ai 1 an et demi de recherche et 1 an d'écriture. Et c'est comme ça que ça se passe, ouais. En sachant que dans l'écriture, il y a le premier jet et puis après, on retravaille. Et quand je dis 1 an, ça inclut le travail les épreuves. Ça s'appelle les épreuves. Quand les éditeurs vous renvoient votre manuscrit et qu'on les corrige. Moi, pour celui-ci, par exemple, je crois qu'on a eu 12 jeux d'épreuves, donc ça fait pas mal d'allers-retours. Mais c'est vraiment pour polisser et peaufiner le texte, donc ça prend du temps aussi, ouais. Ouais. C'est bien de le dire. Merci beaucoup. Merci. Madame ? Moi, personnellement, je n'ai pas été tellement frappée par le côté féministe du livre, car je n'en suis qu'aux 3/4. Et ce qui me frappe, c'est surtout la volonté d'Isidore, par exemple, de se sortir de sa condition. Ouais. Il y arrive, voilà. Mais oui, bon, il y a des portraits de femmes. C'est pas que des portraits. Je ne vois pas le côté féministe. Non, moi, je suis assez d'accord avec la dame. Mais oui, il y a des personnages de femmes fortes, mais après, je pense que c'est. Elles veulent s'émanciper quand même. Juste. Certaines veulent s'émanciper. Elles veulent vivre leur vie, quoi. Mais s'émanciper, donc. Ouais. Alors moi j'essaie quand j'écris de travailler tous les jours, donc de m'y mettre tous les matins, enfin d'avoir effectivement un rythme régulier, parce qu'effectivement si un matin ça ne marche pas, le lendemain ça marchera, et donc il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres évidemment, mais je pense moi je me contrains à garder un rythme, donc il y a un truc un peu monacal effectivement, qui est sympathique quand on écrit, mais qui est assez désagréable pour la vie sociale. Mais sinon, non, j'écris sur un ordinateur normalement. Ouais, alors le meilleur truc d'écrivain, c'est Proust qui le dit, et Proust il a toujours raison, c'est que l'homme qui ne lit pas de roman ne peut pas écrire de roman. Donc ça déjà c'est la base, il faut lire. Il faut lire autant qu'on écrit, voire plus. Enfin, je pense que il faut lire en écrivant et écrire en lisant. Donc ça, c'est le premier truc que je peux donner. Le deuxième, après, c'est que vous l'ignorez peut-être, mais on ne gagne pas d'argent quand on écrit. La littérature paye très mal. Ça dépend. Enfin, c'est vraiment très très rare. Donc je pense que 99% des écrivains en France vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc il faut à moins d'être rentier, ce qui est super sympa. Je suis pour. On a tous des trucs à faire à côté. En fait, on a tous des occupations qui nous rapportent ou pas de l'argent. Enfin, pas. Donc nos emplois du temps sont très contraints par ça. Et le problème de l'écriture, c'est que il faut pas des moments pour écrire, il faut du temps. Et des temps longs. C'est autant comme quand vous êtes au bureau et vous dites, vous êtes en télétravail et vous avez un call de 15h à 16h, ça dure 1 heure et c'est comme ça, et après vous ferez autre chose. Et avant, vous avez pu faire autre chose. L'écriture, c'est pas comme ça. Vous pouvez pas dire j'ai 1 heure. Il faut beaucoup plus s'installer dans quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce que Mathieu dit sur l'idée qu'il faut le faire de manière régulière, c'est comme un travail sur le corps. Si vous êtes danseur, par exemple, il faut danser tous les jours parce qu'au bout d'un moment,
Enfin, si vous vous arrêtez 1, 2, 3 jours de suite, vous êtes plus assez chaud, quoi. Et l'écriture, c'est vraiment ça. Il faut que ça rentre dans le corps. Il faut du temps, tous les jours, de manière régulière. Stendhal, il disait 30 lignes par jour, génie ou pas. Oui. C'est ça. Non, mais donc il y a ces trucs. C'est ça un écrivain. C'est comme faire des gammes et tout, sauf que le problème, c'est que vous avez, comme ça vous permet pas de gagner votre vie, il faut arriver à caser ça dans l'emploi du temps. Et c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça, moi, quand on me dit combien de temps vous mettez pour écrire un roman et tout ça, je pense que sans mari et sans enfant, ça irait beaucoup plus vite. Mais non, mais c'est vrai. Mais la vie serait moins drôle. Ouais. Mais voilà, donc on peut pas faire tellement mieux que ça non plus, quoi. Il faut arriver à caser. Moi, je nuancerais juste les propos sur la lecture. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut lire. Ouais. Mais moi, je sais que quand j'écris, il y a des livres que je ne peux pas lire. Ah bah ça, oui, bien sûr. Par exemple, lire Céline, lire Giono, lire Proust. Lire, en fait, sinon, le lendemain, je me prends pour eux. Exactement. Et je me mets à écrire comme eux. Et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est très vrai ce que dit Mathieu. En fait, quand on écrit, on est une vraie éponge. Et il faut faire très attention à ses lectures. C'est-à-dire que moi, pour écrire une saga à suspense, je n'ai lu que des sagas à suspense pendant 2 ans. Et je m'interdisais la lecture d'autres livres qui m'auraient fait plaisir et qui machin. Mais je savais que c'était... si vous lisez du Stephen King, le lendemain, vous avez envie de faire peur à tout le monde, quoi. Non, mais vraiment, c'est comme ça. Donc, c'est très important de choisir ses lectures pendant le temps d'écriture. Je vais nuancer sur les écrivains qui gagnent pas forcément bien. Il y en a qui gagnent très, très bien leur vie, mais c'est souvent des auteurs plus que des écrivains qui savent fabriquer des livres qui pourraient plaire un peu à tout le monde. Oui, et il y en a. Jean-Rémy. Hein? Je suis assez d'accord. Mais il y a toutefois des nuances. Je ne sais pas, on pense à bien sûr, à Tesson, à des gens qui, à mon avis... Non, je ne pensais pas à eux, moi. Mais... Ouais. Eux, c'est des écrivains. Non, mais après, on parle d'une dizaine de personnes, mais sinon, la grande majorité d'entre nous... je vous assure qu'il y en a qui gagnent et qui ont des agents qui s'occupent d'eux et qui... Oui, c'est ça. Enfin, c'est une poignée de gens. Une poignée de gens. Les best-sellers, oui, mais les best-sellers... Mais c'est pas du tout la norme, c'est pas ça. Je sais bien, je sais. Mais enfin, je voulais dire ça, quoi. En fin de compte, comme disait un ami, l'écriture est un vice. En fait, ça nous coûte beaucoup, ça ne nous rapporte rien. C'est pas mal, ça. Ouais. Mais c'est pas du tout, c'est pas une plainte, hein, je veux dire. Non, voilà, mais... mais en fait, les gens pensent souvent quand on écrit, ça y est, quoi. Mais c'est un livre, ça prend 2 ans minimum 2 ans voire 3 ans d'écriture. Si votre avaloir c'est 10 000 euros, ce qui est déjà un bel avaloir et vous êtes dans une bonne maison, etc. 10 000 euros divisé par 2 ans, vous tenez pas. Hein. Enfin, ça ne paye pas du tout. Eh bien, il faut... Bref, nous allons faire la quête à la sortie de la salle. mais vous avez une solution pour augmenter c'est d'acheter ce livre et de le faire lire et de le lire. En tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous vouliez parler? Ah, excusez-moi, madame. Attendez, on n'a pas fini alors. Madame, vous voulez parler? Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. La première question, vous l'avez devancé en partie quand vous parliez des lectures que vous faites quand vous écrivez aussi bien avec vous deux. Mais en fait, est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, je vais utiliser le mot plagiat qui n'est pas du tout adapté, hein, vous n'avez pas peur que justement trop d'influence? C'est-à-dire trop d'influence des autres? Non, mais c'est un leurre de penser qu'on est original d'une quelconque façon. Donc de toute façon, on ne fait que se nourrir et de nos pairs. Et c'est très sain. Mais le premier qui pense qu'il invente un truc en littérature après 2000 ans d'écriture et qui sur les sujets qui sont toujours les mêmes, à savoir l'amour, la haine, la jalousie, le deuil, enfin c'est l'argent. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Moi, dans mes livres, il y a des centaines de citations cachées. Et c'est un vrai jeu avec mes lecteurs, mais j'adore. Je veux dire, on se nourrit totalement des autres et c'est admis. C'est pas du tout du plagiat.
c'est chouette, quoi. Non, mais c'est ça. Il y aurait un côté très présomptueux, effectivement. Enfin, déjà, il y a quelque chose de présomptueux, je pense, à écrire et à se dire qu'on pourrait éventuellement se mettre dans une filiation qui est quand même gigantesque. Effectivement, on parle de 2000 ans, même plus encore, si on remonte à Homère, etc. Donc, en fait, il y a quelque chose de complètement inconscient et stupide à se mettre à écrire, parce qu'effectivement, on est écrasé par des figures gigantesques. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est un vice, donc on retombe toujours dedans. Non, il n'y a pas de cuisine dans mon livre. En revanche, pour être sûre que j'avais dans l'estomac la même chose que les gens à Vienne en 1900, j'ai commandé sur Amazon un livre de cuisine de 1900 viennois en allemand. Et j'ai fait des schnitzels et des espèces de soupes dégoûtantes à toute ma famille pendant 2 mois. Parce que je voulais tellement être proche de mes personnages que c'était important pour moi de savoir ce qu'ils mangeaient, en sachant que j'ai écrit un livre qui se passe au XIIe siècle, qui s'appelle Le sang des Mirabelles, où là, ma famille a vraiment cru qu'ils allaient se séparer de moi, parce que c'était juste pas possible. Oui, la cuisine est importante, c'est très important pour moi de savoir ce que mes personnages mangent. Et donc, je fais ça aux gens de mon entourage. Ouais. J'adore ce merveilleux peintre, comme vous peut-être, mais en revanche, non, c'était l'histoire du tableau qui était juste géniale et je me suis accrochée à ça. Oui. C'est bon ? Une suite ? Ah non, il n'y a pas de suite. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Ils vont dédicacer leur livre sous le chapiteau là-bas.